Bonjour à toutes et tous. Ils sont là tout le temps. Ils sont là tout le temps sur la route. On en parle, les nouvelles qui arrivent tous les jours, aussi ce qu'on ne raconte pas, tous les morts qui hantent la route, les disparus qui restent dans nos têtes. Les morts sont partout, partout, partout. C'est ainsi qu'Ibrahim Sagara décrit la place des morts pendant la traversée vers l'Europe. Lorsque j'ai fait sa connaissance, en avril 2016, il venait de réussir le franchissement des frontières et se trouvait dans l'enclave espagnole de Melilla après des mois de survie au Maroc et des tentatives échouées de passage. Avant d'arriver au Maroc, il avait passé des mois à travailler en Algérie pour gagner de quoi poursuivre sa route. Et avant cela, il avait dû traverser le désert du nord du Mali. Tout au long de ce parcours, la mort accompagne celles et ceux qui souhaitent venir en Europe sans avoir pu obtenir les autorisations demandées par les différents États de l'Union. Horizon possible, réalité matérielle, présence spectrale, la mort traverse leur vie aux frontières. La mort traverse également, autrement bien évidemment, la vie des habitants et des habitantes des lieux frontières qui répondent aussi, comme les personnes migrantes elles-mêmes, de façon créative parfois, par des actes concrets, à l'inégalité dans le traitement des vies et des morts. Je vous propose aujourd'hui d'explorer ces formes de vie que les politiques migratoires et le régime contemporain des frontières produisent lorsqu'ils exposent à la mort à travers 3 petites entrées ethnographiques fondées sur les enquêtes que je mène actuellement autour de Melilla, cette enclave espagnole sur le continent africain, et à Catane, une ville à l'est de la Sicile. Première vignette. Je ne le vois pas, mais il est là, je le sens et il m'apaise. C'est ainsi que Mamadou Diawara, 27 ans, originaire du Mali, me parle pour la première fois de ce jeune qu'il a vu mourir en mer. Il ignore son nom. Il sait seulement qu'il était Peul et qu'ils ont partagé la même embarcation. Sa présence l'escorte partout où il va. Assis par terre, à l'ombre d'un arbre situé en face du CETI, ce centre de séjour temporaire des migrants où il est hébergé depuis qu'il a réussi le franchissement des clôtures vers Melilla, Mamadou me raconte que le bateau était à la dérive, que le petit, comme il l'appelle désormais, que le petit était faible, qu'il est tombé à l'eau et qu'il s'est noyé sous ses yeux. Mais Mamadou fait partie, lui, des rescapés qui ont été secourus et reconduits au Maroc. Après ce naufrage, Mamadou Diawara a décidé d'éviter la mer et de tenter sa chance, comme il le dit, à la barrière. Pour cela, il rejoint les campements du Gourougou, cette montagne qui se trouve du côté marocain, à quelques kilomètres seulement de Melilla, où s'organise la vie des personnes migrantes dans l'attente de réussir le franchissement des clôtures. Il suit les conseils de ceux qui sont là depuis plus longtemps et s'astreint à un entraînement strict pour avoir des chances de réussir lui aussi le saut des barrières. Vous avez peut-être ces images en tête. Le passage des clôtures, de cette façon-là, se fait toujours de façon collective. Des centaines de personnes qui courent doivent franchir les fossés, affronter les barbelés, escalader une première barrière de 6 mètres de haut, ensuite une deuxième et une troisième, en évitant les agents de la gendarmerie marocaine d'abord, de la Guardia Civile ensuite. Pour Mamadou Diawara, les tentatives s'enchaînent sans succès. Un après-midi, lorsqu'il remontait avec 2 compagnons vers le campement après une expédition pour récupérer de la nourriture dans les poubelles de la ville, le petit apparaît. Plusieurs mois après sa mort, il était là. Mamadou marchait derrière ses camarades. Aucun bruit étrange, aucune image, aucune odeur n'annonce sa présence. Mamadou me raconte ce moment particulier, je le cite. On marchait, j'étais dans mes pensées, et puis j'ai su qu'il était là. Je me suis arrêtée un instant et après j'ai continué le chemin. Il était là. Je n'en ai pas parlé aux frères sur le coup, j'étais comme étourdie. J'ai senti sa présence, ça m'a un peu étonnée peut-être. Oui, ça m'a étonnée, mais j'ai tout de suite compris que c'était bien. Depuis ce jour, le petit apparaît de façon inopinée, mais fréquente, dans son quotidien. Mamadou sent sa présence. Il ne se parle pas, mais il sait que le petit le regarde. Leur communication sensible se déploie sereinement. Mamadou n'hésite pas à faire des blagues au cours de nos discussions, mettant en exergue la particularité de ce lien.
En parlant du décès de son jeune compagnon, il dira « Je crois qu'il est tombé, mais je me demande parfois s'il ne s'est pas jeté, s'il n'a pas préféré tout arrêter là. Ses yeux étaient vides, fatigués. Il avait peut-être pris la décision de mourir. Je pourrais lui demander, mais il ne va pas me répondre. » Si cette dernière phrase a probablement pour objet d'alléger une discussion qui était devenue pesante, elle rend compte, je pense, d'une certaine simplicité dans les liens avec cet être intangible. Dans nos conversations, Mamadou dit souvent l'apaisement que ce compagnon invisible et muet lui procure. Ce n'est pas le cas de tous les interlocuteurs ayant affaire à des revenants. L'apparition d'un compagnon décédé en mer ou dans le désert, à l'état de veille, comme c'est le cas pour Mamadou, ou dans les rêves, cela ne laisse pas indifférent. Ces fantômes affectent celles et ceux qui sont pris dans les apparitions. Mamadou, lui, ils se sont accompagnés. Il vit sous le regard protecteur de celui qu'il appelle le petit. Pour d'autres personnes rencontrées, ces présences sont source d'inquiétude, d'angoisse. Certains le vivent comme une invasion. D'autres encore subissent des formes de possession. Après plus d'un an sans l'avoir vu, je retrouve Mamadou dans une ville de la banlieue parisienne, quelques jours après son arrivée en France, et au fil de la discussion, je lui demande si son compagnon continue d'apparaître. Il acquiesce d'un léger sourire. « Le petit fait partie de moi », répond-il sobrement. À travers sa capacité à sentir la présence du petit, à lui accorder une place dans sa vie, dans son être, Mamadou prolonge ou permet au fantôme de prolonger ce petit, de l'accomplir, pour reprendre une formule de Vincent Després, d'accomplir d'une certaine manière le rêve de ce jeune. Au moins en fantôme, il a traversé de nombreuses frontières et accompagne aujourd'hui Mamadou Diawara dans sa vie qui désormais se déroule dans l'est de la France. À la frontière, les personnes migrantes que j'ai rencontrées, pour la plupart d'origine d'Afrique de l'Ouest, se retrouvent entourées par des histoires de morts dont certaines font écho à des modalités de présence et d'existence qu'elles connaissent déjà et qui ne sont pas forcément clairement ni dans le monde des vivants ni dans celui des morts. Les fantômes des morts au cours de la traversée, mais aussi les disparus des clôtures de Melilla, dont font part de nombreux récits, ces récits qui racontent que ces personnes mourraient à la barrière lors des tentatives de passage et dont les corps disparaîtraient sans laisser des traces. Toutes ces entités, engendrées par les politiques mortifères, peuplent la frontière et poursuivent leur parcours avec les survivants. Ces êtres, que j'appelle pour l'instant, faute de mieux, êtres des frontières, êtres à la frontière, ou border beings, qui rendent peut-être mieux la chose, sont un peu, en tout cas pour certains, comme les réfugiés ontologiques dont parle l'anthropologue Enick Kwon dans son travail sur les morts des guerres au Vietnam, ces errants qui n'ont pas eu de sépulture et ne peuvent être fixés ni dans le monde des morts, ni dans celui des vivants. Deuxième entrée. Assis sur une pierre, sous le pont proche du centre de séjour temporaire où il est hébergé à Melilla, Naba Tigré, burkinabé, 22 ans, mangeait un tiep préparé par une dame nigérienne, sa marmite bouillonnante sur un réchaud à quelques mètres seulement. D'autres personnes discutaient un peu plus loin, fumaient, écoutaient de la musique. Naba Tigré reçoit alors un message sur son portable. C'est un ami qui est toujours de l'autre côté des barrières, au Gourougou. Il informe qu'une embarcation a chaviré en tentant d'arriver sur les côtes andalouses. 2 corps ont été récupérés. Il raccroche. En me racontant ce qu'il vient d'apprendre, Naba parcourt les contacts de son téléphone. Il appelle à l'ami qui est à Tanger. C'est probablement de Tanger que le bateau est parti, m'explique-t-il. Oui, il est déjà au courant. Non, il ne sait pas qui faisait partie de cette tentative de franchir la frontière. Un peu plus tard, alors qu'on se baladait vers le centre-ville, Naba Tigré croise des connaissances. Elles ont également appris la nouvelle, mais n'ont pas non plus d'autres informations pour le moment. L'éruption des morts dans la vie quotidienne à travers les portables n'est pas un événement extraordinaire. Au contraire. Les messages indiquant que des corps ont été retrouvés, que l'on n'a plus de nouvelles de telle ou telle personne, qu'un bateau semble avoir disparu, tout ça, c'est fréquent. Il circule abondamment entre les téléphones de celles et ceux qui sont bloqués dans la frontière. Il pousse tout d'abord celles et ceux qui reçoivent et qui participent à la circulation de ces informations à s'assurer que des amis ne se trouvent pas parmi les morts ou les disparus. Ils conduisent ensuite à faire un geste,
pour reprendre une expression de Naba. Ce geste consiste à tenter de découvrir qui sont les personnes décédées afin de pouvoir retrouver les familles et leur annoncer le décès du proche. Cette annonce est le geste essentiel pour toutes les personnes migrantes que j'ai rencontrées. C'est lui qui permet d'éviter la disparition totale. Contacter la famille pour que le mort ne disparaisse pas parmi les siens, pour que la famille puisse s'en occuper, souvent d'ailleurs plus symboliquement que matériellement, puisque les corps disparaissent en mer et que les rapatriements sont très rares. Mais même lorsque le corps n'est pas rapatrié et qu'il est enterré dans un cimetière à la frontière sans présence des membres de son entourage, ou qu'il reste quelque part au fond de la mer, le mort est ainsi en quelque sorte réterritorialisé, pour reprendre un terme de Grégory de Laplace, puisqu'il peut être réintégré au sein des siens et ainsi éviter l'incertitude, le rébut, l'anonymat lié aux disparus. Au cours de la traversée, Naba Tigré, comme beaucoup, avait pris des mesures afin d'éviter ce risque de disparaître, c'est-à-dire d'être absent parmi les siens à la fois physiquement et socialement, de n'exister que comme une énigme. Il avait demandé à un jeune Bissa du Burkina Faso comme lui, originaire d'un village proche du sien, compagnon de route depuis plus d'1 an, d'apprendre le numéro de téléphone de sa mère par cœur. Et il avait pour sa part appris le numéro de la grande sœur de son ami. Les corps retrouvés qui n'ont pas de nom et les disparus qui ont un nom mais dont on ne sait pas ce qu'ils sont devenus ou où se trouvent leurs dépouilles sont aussi des entités de frontières, de même que les morts vivants. Tout autour de Melilla, la frontière entre la vie et la mort est parfois bien poreuse. Certains vivants semblent déjà morts. C'est en tout cas le constat que font leurs pairs quand ils les désignent en français comme des morts vivants. Ce terme nomme les vies à la frontière marquées par l'abondance sociale et l'extrême vulnérabilité de celles et ceux qui se trouvent dans les campements ou dans les squats. Il y a sans doute d'autres border beings que je n'ai pas encore repérés, d'autres êtres plus ou moins dotés de corporalité, plus ou moins indicibles ou invisibles, qui s'engagent dans la vie collective à la frontière. Troisième entrée. Les morts, personne ne s'en occupe. Ces familles éparpillées, brisées, ces morts que personne ne pleure, on ne pouvait pas être là juste pour assister à la tragédie. C'est avec ces termes que Silvia Di Zia, sicilienne, 39 ans, résume les prémices du projet dans lesquels elle est impliquée, visant à identifier les corps des personnes décédées dans la Méditerranée et enterrées dans le cimetière de Catane. Entre 2015 et 2018, cette ville devient l'un des premiers points d'entrée des personnes migrantes sur le territoire italien. En mars 2016, le quai du port, où l'on procède au débarquement, est considéré formellement comme un hotspot, c'est-à-dire une zone où la pression migratoire est démesurée, selon les termes de la Commission européenne, et où se met désormais en place un dispositif national visant à identifier et enregistrer toutes les personnes migrantes qui pénètrent sur le territoire et ensuite à les trier, les dispatcher vers différentes structures partout dans le pays. Plusieurs milliers de personnes dont la vie était en péril en mer sont conduites à Catane. Le comité local de la Croix-Rouge est sur le port pour assurer les premiers secours médicaux, la distribution d'eau et de biscuits, d'un kit d'hygiène et d'habits. Au cours de cette action, Silvia, mais aussi Riccardo, Davide, ainsi que d'autres membres de la Croix-Rouge engagés dans le programme RFL, pour Restoring Family Links, distribuent également des cartes de visite afin de faire savoir aux nouveaux arrivants que ce programme peut venir en aide en cas de séparation familiale. Né il y a plusieurs décennies afin d'aider les familles en quête des proches disparus à cause des conflits armés ou des catastrophes naturelles, RFL est aujourd'hui déployé en bonne partie pour contribuer à rétablir le contact familial perdu à cause des conditions du franchissement des frontières, et Anne-Claire vient de nous en parler en quelque sorte à l'instant. Aux côtés des personnes vivantes, d'autres, très nombreuses, n'ont pas réussi la traversée. Un nombre incalculable de morts demeure quelque part au fond de la mer. Environ 260 corps sans vie sont acheminés sur le sol catanais entre 2015 et 2017. Le désarroi devant les morts inconnus et la colère face à l'absence d'enquête officielle ayant pour objectif leur identification et la mise en lien avec les familles se renouvellent à chaque débarquement où des corps sans vie touchent le sol catanais et vont pousser à l'action ce petit groupe de bénévoles engagés au sein de RFL.
Une petite équipe se constitue et met en place tout d'abord une cartographie des sépultures des personnes migrantes décédées en Méditerranée qui se trouvent dans le cimetière municipal, permettant de connaître le nombre de corps et de collecter les informations disponibles au moment de l'enterrement. Très vite, l'équipe comprend qu'il faut mettre en place une sorte d'enquête à rebours du parcours migratoire, c'est-à-dire retracer l'itinéraire des corps depuis leur lieu d'inhumation et idéalement jusqu'à leur famille, leurs histoires, leur village. La cartographie du cimetière est complétée par un travail de repérage de tous les acteurs susceptibles d'avoir des informations sur ces corps. Le comité local de la Croix-Rouge formalise les échanges institutionnels afin d'accéder de façon systématique aux documents produits par les différents bureaux. Un premier accord est signé en mars 2018 avec la mairie de Catane, permettant d'obtenir la coopération et les données de l'état civil, des pompes funèbres municipales, du cimetière, ainsi que de toute autre institution qui pourrait avoir des informations en lien avec ces corps. Ensuite, un accord est établi aussi avec les autorités judiciaires, ouvrant à l'équipe les portes des tribunaux et des forces de l'ordre. En faisant le pari que la mise en lien de toutes les données concernant un même corps peut apporter des pistes sur son identité, l'objectif devient alors de travailler à la construction d'une base de données permettant de rassembler toutes les informations existantes et dans un deuxième temps, à retrouver leur famille. Dans la base de données s'articulent ainsi des informations contenues dans des certificats de décès, des formulaires d'inspection médico-légale, des procès-verbaux des survivants obtenus avant le débarquement, des déclarations de recherche d'un proche, les objets retrouvés avec les corps et bien d'autres choses encore. Depuis les premières visites dans les différentes institutions, avec Philippe Paufour et avec qui je conduis cette enquête à Catane, nous avons constaté l'enthousiasme très particulier des interlocuteurs et interlocutrices de l'état civil, des pompes funèbres, de la police scientifique, à l'égard de cette initiative dont toutes et tous rappelaient qu'elle venait combler ce manque, ce grand manque. Aucune institution, aucun dispositif conçu par les autorités n'a, parmi ses objectifs, de retrouver les noms des personnes décédées aux frontières, à l'exception seulement des 3 naufrages largement médiatisés pour lesquels les autorités nationales ont débloqué des moyens conséquents afin de travailler à l'identification des victimes, voire même dans le cas du naufrage du 18 avril 2015, pour remonter même l'épave, qui a par ailleurs depuis été exposée à la Biennale de Venise en tant qu'objet d'art, mais ça c'est une autre histoire. À part ces cas traités de façon exceptionnelle, pour tous les autres corps retrouvés, aucune enquête spécifique n'est effectuée afin de leur restituer un nom et une biographie. L'engagement des personnes travaillant dans les différentes institutions, qui ont par ailleurs des profils très très divers, leur grande implication dans les projets s'accompagne d'un discours et d'un ensemble de termes qui se situent dans un registre empathique pour parler de ces morts autres. L'empathie qui s'articule ici a des formes d'humanisation de ces morts, a des formes de souligner l'humanité partagée avec ces défunts, et qui se décline souvent aussi dans des rapprochements entre les morts et les vivants, notamment entre ces jeunes et non-jeunes, qu'il s'agisse de nous, Catanais, Siciliens, Italiens, Européens, Européennes, selon le contexte de locution, rendant ainsi compte d'une forme de proximité. Aux côtés des discours, de nombreuses pratiques rendent compte des modes d'attachement de nos interlocuteurs et interlocutrices à ces morts. Visiter le monument en hommage aux morts en Méditerranée qui se trouve dans le cimetière, visiter le Quadrato Migranti, cet espace au sein du cimetière municipal consacré exclusivement aux morts débarqués à Catane au cours des dernières années, y laisser des fleurs, s'y recueillir, voir apparaître ces morts en rêve, parler d'eux à ses enfants au cours de repas de famille, imaginer collectivement leur vie, leurs histoires, leur parcours. Il s'agit là d'actes assez minimes, mais d'où émerge, me semble-t-il, une nouvelle inscription sociale de ces morts, une nouvelle façon de les accueillir dans la famille et se faisant quelque part au sein de la société locale. Ces morts existent ainsi dans la constellation d'expériences et d'actions des personnes participant au projet d'identification, à partir aussi de leur façon d'investir la présence de ces morts dans la ville, par leurs traces marquées dans l'espace au travers du monument, mais aussi des plaques commémoratives, comme s'il était ainsi possible d'éviter l'oubli et de les garder proches en leur offrant une place dans le monde, la place dont ils pensent que ces jeunes avaient peut-être un jour rêvé. Quelques mots pour finir.
Ces trois entrées ethnographiques rendent compte de quelques-unes des façons dont cette violence du régime contemporain des frontières, qu'est l'exposition à la mort, s'immisce chez celles et ceux qui traversent ces frontières, chez celles et ceux qui les habitent. Les modes d'existence que les vivants accordent aux morts, aux disparus, aux fantômes, à toutes ces entités de frontières, les soins que des hommes et des femmes, migrants ou non, prêtent aux morts dont ils et elles ne sont pas directement affiliés, toutes ces pratiques se déploient dans la vie de tous les jours, parfois même dans l'intimité des personnes. Les dimensions politiques et intimes de la violence des frontières s'imbriquent ici dans un jeu d'échelle qui met constamment en tension la visibilité et l'invisibilité des morts, l'indicibilité et l'exprimabilité, si on peut dire ainsi, des vies qui se frottent à la mort. Nos interlocuteurs et interlocutrices à Catane se mobilisent pour rendre publiquement visibles les morts. Intimement, dans leur quotidien, c'est plutôt les vies passées de ces morts qu'ils font exister. Les liens entre les vivants et les morts et les formes de coprésences, de cohabitation avec toutes ces entités impliquées dans la vie collective dessinent, me semble-t-il, les contours de la politique des frontières comme une forme d'expérience, pour paraphraser Jacques Rancière, forme d'expérience parfois très incarnée. Il suffit d'écouter ce que disait Naba Tigré en parlant de ces gestes qui permettent de contribuer au respect des défunts. Je le cite. « J'essaye de garder en moi un petit peu de chaque frère mort sur la route, à la frontière. Même aujourd'hui, cette frontière, elle est là. Il touche sa poitrine de la main droite. Elle me traverse de la tête aux pieds. » Il suffit aussi d'écouter Davide Casella, l'un des porteurs du projet d'identification, à propos des 8 corps sans vie et sans nom débarqués à Catane le 8 janvier 2019. « Aujourd'hui encore, je chéris les tombes de ces corps en moi. Je leur rends visite tous les jours. J'ai tant de choses à leur demander. Ils ont tant de choses à me dire. » Bien que les expériences et les parcours de Naba et de Davide soient différents, ces deux passages entrent en résonance. Les morts des frontières les ont transformés. Ils vivent désormais avec les morts. Davide écrit le texte d'où j'ai tiré ce petit extrait un an après le naufrage qui a causé la mort de ces 8 personnes. Naba, lui, il m'en parlait 3 ans après avoir quitté la frontière sud de l'Europe. Tous les deux, comme beaucoup d'autres personnes que j'ai pu rencontrer, gardent précieusement les traces des morts auxquels ils ont eu affaire. Leurs mots laissent penser qu'ils sont peut-être eux-mêmes une trace qui condense des bouts d'histoire des frontières et des fragments des vies perdues par la migration, mais qui enserrent en elles aussi l'espoir d'empêcher la disparition. Merci.